Bonjour à tous. Le repli sans gloire de Kaboul et le chaos qui a suivi, le retour des talibans au pouvoir avec le chef du réseau Haqqani en homme fort et avec 3 anciens de Guantanamo qui sont des ministres du nouveau gouvernement soi-disant inclusif. Tout ça, finalement, est une page qui est difficile à tourner, plus difficile que prévu pour l'administration américaine et pour l'ensemble des Occidentaux. On pensait que rapatrier les boys était vraiment la priorité de l'administration Biden. On découvre que ça va laisser des traces et qu'il ne suffira pas de penser à autre chose pour oublier tout ça. Et du coup, on s'interroge sur le manque de compassion, le manque de clairvoyance peut-être du président Biden. Et du coup, on se demande quel est l'âge du capitaine. Les paris sont pris. Finira-t-il son mandat ? Est-il cuit ? Peut-il envisager un second mandat ? Et se poser ces questions, c'est évidemment s'interroger sur Joe Biden, mais c'est surtout s'interroger sur Kamala Harris, qui est donc dans les starting blocks et qui est par nature déterminée pour devenir présidente si jamais le président était obligé de lâcher la rampe. Bonjour Jean-Éric Branard. Bonjour Vincent. Vous êtes donc l'auteur l'an dernier de Joe Biden, que vous aviez vu élu avant tout le monde, et vous êtes désormais l'auteur de ce Kamala Harris. C'est une vraie collection que vous avez commencé. Voilà, c'est ça. On va faire tous les présidents et présidentes les uns derrière les autres, si Dieu me prête vie. Non, mais c'est bien, vous pouvez vendre les deux dans un seul étui. Ça fera un cadeau pour Noël. Mais je vous y encourage. Et vous saurez. Je vous y encourage, oui. Vous allez faire une sorte de ticket. Alors bon, votre portrait de Joe Biden a été fouillé. Vous êtes surpris par la façon dont il exerce son mandat depuis 9 mois ? Alors, pas du tout. Tout est marqué dedans, donc c'est facile puisque le livre a été écrit avant son mandat. Je recommande d'ailleurs de chercher ce qui ne correspond pas. C'est un homme qui fait... Ne dites pas que vous n'avez pas été stupéfait comme tout le monde parce que c'est passé à Kaboul. Ah non, j'ai été stupéfait par la chute de Kaboul. Entre la chute de Zaranj, qui a lieu une semaine avant et une semaine plus tard, donc on est le samedi le 7, le 8, et le 15, la chute de Kaboul, oui, je suis surpris par la rapidité. Par ce qui s'est passé, sinon, non, c'était un retrait qui était promis, sur lequel Biden s'était engagé. Il voulait mettre fin à cette guerre qui n'en finissait pas. Il disait, une guerre de 20 ans qui a coûté près de 2000 milliards de dollars au Trésor américain, il fallait que ça s'arrête. Et ça fait partie des faiblesses de l'Amérique aujourd'hui que de s'être trompé de guerre et de combat. Non, ils se sont trompés de guerre, ils ont mal fait la guerre, on peut en parler pendant des heures. Mais là, sur l'actualité même, ils se sont trompés dans leurs prévisions. Ils n'ont jamais imaginé que le gouvernement fantoche de Ghani allait se dissoudre et que l'armée allait s'effacer, s'évaporer, l'armée absolument, afghane. Mais qui aurait pu sur cette planète imaginer cela ? Et vous qui êtes un grand spécialiste de politique étrangère, vous n'aviez pas non plus imaginé que ça allait tomber aussi rapidement. Toutes les prévisions, y compris celles de nos services de renseignement français, dans toute l'Europe, en Russie, en Chine, tous les services de renseignement partout prévoyaient que ça allait durer quelques mois. Le plan en réalité, c'était de faire partir les Américains, encadrés par cette armée afghane qui allait sécuriser Kaboul et l'aéroport et les environs, et partir tranquillement et puis dire après c'est leur destin. Alors effectivement, une fois que vous faites tomber Kaboul, ça changeait tout. Il fallait à la fois partir et sécuriser l'ensemble et évacuer tous ceux qui voulaient partir. Ça devenait mission impossible. Bon, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Et ce qui se passe, c'est une espèce de sanctions redoutables de 20 ans qui sont difficiles à défendre. Ça, c'est un autre problème et je suis d'accord avec vous. La sanction... C'est l'apothéose. Ah oui, bien entendu. Cette guerre n'aurait pas dû avoir lieu. En réalité, à partir du moment où Osama Ben Laden avait été tué, il fallait à ce moment-là rentrer, puisque c'était la mission, faire venger le terrorisme, l'attaque sur le World Trade Center, débusquer Al-Qaïda de cette région et tuer Osama Ben Laden. Ensuite, on se demande bien pourquoi les Américains y sont restés, surtout après 2014. Mais ils se sont justifiés de leur présence sur place en disant qu'ils allaient construire un pays de liberté, une démocratie. C'était le rêve du nouveau Moyen-Orient. Obama n'a pas dit cela. Obama s'est fait élire sur l'idée qu'il quittait l'Afghanistan et il s'est aperçu que c'était un bourbier, qu'il ne pouvait pas partir. Il a rajouté 100 000 hommes. Ouais. Et ensuite, Trump a fait la même promesse de partir et il a rajouté 14 000 hommes. Donc c'était effectivement très compliqué de partir sans casser d'eux, j'ai envie de dire, dans cette omelette. On va parler de Kamala Harris parce que c'est ça ce qui nous intéresse, mais quand même,
on met 14 000 hommes ou on met 100 000 hommes pour préparer le repli. Parce qu'un repli, c'est toujours compliqué. Absolument. Mais personne n'a jamais eu l'idée de replier les militaires avant les civils. C'est ce que vient de faire, pourtant, Joe Biden. Oui. L'idée de replier d'abord les militaires, c'est une idée absurde. Ça restera. C'était encore une fois les événements qui se sont précipités, tout s'est mélangé. Je crois que c'était pas très bien préparé. Accordez-lui, si on veut lui accorder quelque chose, que c'était déjà lancé avant qu'il arrive, puisque Trump avait déjà retiré les hommes, il en avait laissé 2500 sur place, il n'y avait donc plus que deux choix. Rajouter des hommes et repartir sur 10 ans de guerre, ou bien partir dans la précipitation, c'est ce qu'a choisi Biden, et effectivement, c'est le cas. Ce qui frappe dans l'histoire, c'est outre les mauvais choix, outre le fait qu'ils se sont aveuglés sur la capacité des talibans à prendre le pays tout de suite, ou du moins sur l'absence de résistance de l'armée afghane, ce qui frappe, c'est à quel point Biden est resté impavide. Combien il a campé, malgré le chaos qui se montrait, que le monde entier regardait. Il n'a rien concédé. À aucun instant, il a dit on a peut-être mal fait les choses. Il n'a jamais battu sa coulpe. Et pour cause, aux États-Unis, 2/3 des Américains étaient pour ce retrait. Biden s'est retranché là derrière. Il a fait un pari que très vite ce sera oublié, qu'il fallait rester dans l'histoire comme celui qui allait quitter l'Afghanistan et qu'il fallait le faire vite pour pouvoir passer à autre chose, parce qu'il a un agenda intérieur qui est son Vous pensez que les Américains ont oublié budget, et bien sûr. Et déjà on le voit, déjà sa cote est en train de remonter. Un sondage d'hier refaisait passer sa cote en positif plus importante qu'en négatif. Et sur le problème numéro un aujourd'hui des Américains, c'est la pandémie et c'est l'économie. C'est pas du tout l'Afghanistan qui ne fait quasiment plus rien. Le monde entier va se souvenir de ces images terribles, mais pas les Américains. Exactement. Bon, alors vous êtes déjà dans l'après Biden avec Kamala Harris. Bon, alors tout le monde sait un certain nombre de choses sur elle. Que c'est une ambitieuse redoutable, que c'est la première femme vice-présidente, que c'est la première femme qui est à la fois d'origine asiatique et afro-américaine. Est-ce qu'on peut dire ça? En fait, non, elle n'est pas afro-américaine, mais elle fait tout pour le faire croire. Elle est jamaïcaine. Son père, oui. Son père, oui. Donc elle est d'origine, elle est moitié jamaïcaine. Et c'est vrai que l'émigration afro-américaine en Jamaïque, c'est ce qui a donné cette branche d'où elle descend. Un Jamaïcain, une Indienne, ça fait une Afro-américaine. Alors, elle se prétend afro-américaine parce qu'en réalité, elle est élevée comme une afro-américaine. C'est ça. Et dans son éducation, sa mère l'élève comme une petite fille noire aux États-Unis, dans le Berkeley des années 60. Et elle dit à ses filles, vous êtes deux petites filles noires. D'ailleurs, dans le quartier, personne n'imagine qu'elles sont autre chose que noires. Donc, elle est élevée, effectivement, avec les autres petites filles. Quand elle va à l'église, elle devient baptiste, comme une afro-américaine classique, si je peux dire, aux États-Unis. Elle est éveillée dans les mêmes mythes. Elle va d'ailleurs fréquenter très assidûment les milieux afro-américains, en particulier le cercle Rainbow, qui est né dans cette ville de San Francisco, à Berkeley plus précisément, où passent tous les intellectuels afro-américains, et elle baigne dans cette culture. Et elle va rêver un jour d'être à l'université Howard, qui est la grande université afro-américaine. Ouais. Et donc, effectivement, dans sa tête, elle est avant tout une afro-américaine, et elle est reconnue comme telle par les afro-américains aux États-Unis. Donc, elle fait cette université noire, et elle est dans la... Comment est-ce qu'on appelle ça le alpha... Kappa, alpha. Alpha, kappa, effectivement, alpha, voilà. Elle est dans la sororité, la grande sororité noire américaine, là encore afro-américaine, dont elle est un des fers de lance. Elle est quelqu'un de très important dans cette sororité. Et petite anecdote d'ailleurs, hein, c'est assez amusant, mais cette sororité a aidé à sa campagne, ou du moins, quand ils ont appris qu'elle avait été choisie comme vice-présidente, ils ont envoyé des milliers de petits dons pour montrer qu'ils étaient là. Alors c'est à travers tous les États-Unis, hein, puisque bien sûr ça a fait beaucoup de petits, et toutes les sororités noires ont envoyé des dons. Elle est réellement... Alors, ils ont envoyé un don qui est d'un montant très précis. Oui. 19 $, 0,3 cents, c'est ça? C'est ça, et qui est en fait la date de fondation de la sororité Alpha Kappa Alpha, pour bien montrer d'où ça venait et comment elle était reconnue. C'est très curieux, parce qu'il y a une façon comme ça, il y a des tas de signes. Par exemple, sur votre photo, sur la couverture de cet ouvrage, comme très souvent, elle porte un collier de perles. C'est ça. Et
ça aussi, c'est un signe Le collier d'appartenance. le collier de perles est également un symbole, le symbole d'un nationalisme afro-américain, en tout cas d'une conscience afro-américaine forte, qui est revendiquée par cette sororité. Donc en le portant, elle montre là aussi qu'elle appartient à ce groupe. Et rajouter qu'on a mis du violet, c'était pas pour faire layette en disant c'est une fille, mais parce que cette couleur violette est également la couleur pourpre. Hein. Tout le monde connaît le roman, bien entendu, la couleur de la revendication afro-américaine aux États-Unis. Et en plus, c'est très intéressant parce que c'est aussi un mélange du rouge et du bleu, qui sont les deux couleurs politiques aux États-Unis, reconnues comme telles depuis l'an 2000, qui font un ensemble de mélanges et pour lequel Kamala Harris, sur lequel elle s'appuie pour dire qu'elle est celle qui va effectivement embrasser l'Amérique de son étreinte. Alors, le collier de perles en France, en Europe plutôt, c'est une espèce de relique. Oui. C'est un symbole très marqué d'appartenance à la classe sociale de la bourgeoisie. C'est très vieille France même, le collier de perles. Et d'une certaine manière, c'est vrai aussi parce qu'elle est afro-américaine, mais elle est la fille d'un prof d'économie, un prof d'université et d'une cancérologue. C'est une bourgeoise qui a toujours été en première classe finalement. Alors, pas tout à fait. Elle l'a été en réalité au moment où sa mère a décroché un poste à McGill, au Canada. Ouais. Avant, elle est plutôt des basses classes. C'est le contraire. Sa mère a été la fille de bourgeois indiens, mais aux États-Unis, elle n'était pas du tout dans cette condition-là. Et son père, Donald, qui arrivait de Jamaïque, a dû faire aussi sa route à travers les universités américaines. Au début, c'est un homme qui a différents postes sans être le titulaire. Il finira effectivement dans une grande université avec un grand poste, mais il n'est déjà plus le père en charge de sa fille. Et pendant toute son enfance, quand elle est à San Francisco, à Berkeley, elle va être plutôt une fille de la classe sociale inférieure. C'est vrai qu'à McGill, sa mère, qui devient cancérologue réputée, va obtenir beaucoup de financement pour ses recherches, qui sont très en pointe, parce que c'est une très bonne chercheuse et qu'elle travaille sur le cancer du sein. Et elle va effectivement monter très rapidement, atteindre elle aussi des sommets, donc elle change de quartier, elle va dans les quartiers plus bourgeois. À ce moment-là, c'est vrai que Kamala Harris l'enfant change. À quel âge ? Et elle est au lycée à ce moment-là, donc elle est en seconde. D'accord, donc elle n'a pas toujours été quand même dans ce milieu privilégié. Mais non, mais comme tous les enfants, elle ne s'en rend pas compte. En réalité, elle est entourée par tout un ensemble de gens autour d'elle, sa mère est très militante, donc il y a énormément de gens qui l'entourent, encore une fois des Afro-Américains et beaucoup d'intellectuels. Elle est dans un milieu pas riche, mais très intellectuel, et donc ça compense. Oui, ça compense. Et il y a un bagage culturel qui vaut bien le compte en banque. Mais est-ce que vous diriez que, parce que la question qu'on se pose en la regardant évoluer dans le récit que vous faites de sa vie, on se dit, mais elle est animée d'une ambition féroce. Et on n'arrive pas à savoir quelle est la part de sincérité qui l'habite. On se pose la question. En fait, elle est au moins, peut-être qu'elle n'est pas de la classe bourgeoise, mais elle est au moins de sa génération, de son époque, celle du multiculturalisme et du métissage, en fait, et de l'égalité homme-femme aussi. Alors beaucoup moins sur l'égalité homme-femme, très paradoxalement, alors qu'aujourd'hui c'est le sujet numéro 1. Elle se construit effectivement sur ce que lui ont transmis ses parents, à savoir cette reconnaissance de couleur. Donc elle essaie d'obtenir des droits civiques pour les Afro-Américains. Et son père, qui est un marxiste, qui développe une idée sur l'économie marxiste, travaille plutôt sur la différence entre les classes sociales, les pauvres et les riches, et comment gommer cette différence. C'est ce qui va être la colonne vertébrale de Kamala Harris pendant toute sa carrière. Ces deux combats sont très importants pour elle. Ceux qui souffrent, comment faire en sorte, en tant que femme politique, que les gens souffrent moins, qu'ils arrêtent de se réveiller en pleine nuit, et ça on le sait bien, de ces gens qui souffrent et qui se réveillent en se disant comment je vais faire demain pour payer le pain de mes enfants, pour payer la cantine, pour arriver à payer le bus, enfin toutes ces choses-là qui sont dramatiques au quotidien. Et toute sa carrière, effectivement, est là-dessus, et les anecdotes, évidemment, tournent autour de cela. Le combat des femmes, qui est de fait, puisque c'est une femme, en réalité, il est chez Kamala Harris en arrière-plan. Aujourd'hui, d'ailleurs, on sent qu'il y a un vrai déséquilibre avec le mouvement MeToo, avec les revendications féministes, où elle n'est pas au premier plan. Elle accompagne, mais plutôt mollement.
Ouais. Elle est plutôt retenue sur cette revendication par rapport au mouvement aujourd'hui. Hein. Oui, mais elle est la première femme à devenir vice-présidente, elle est peut-être la première présidente un jour. C'est vrai qu'elle est tellement de fois première femme dans différents rôles, première procureure générale de Californie, première procureure de San Francisco, etc., qui fait qu'elle porte ce mouvement de par son parcours. Et c'est ça qui est d'autant plus étonnant chez elle. Alors, expliquez-nous, bon, ça c'est son itinéraire. Elle a trouvé aussi des appuis au moment où il le fallait. Elle a aimé la lumière. Elle a été la maîtresse d'un homme politique de Californie de premier plan, ce qui lui a fait toucher du doigt ce que pouvait être la gloire, le pouvoir et l'argent. Hein. Bon. Elle n'avait pas froid aux yeux, au moins. Hein, non, et elle a su s'en sortir, parce que vous évoquiez sa relation avec Willie Brown, donc le maire de San Francisco. C'est vrai que ça a été une superstar politique aux États-Unis, beaucoup moins connue en France, c'est vrai. Mais à ce moment-là, on la traite de bimbo, il faut quand même le dire. Il lui offre une BMW toute neuve, il la met dans 2 commissions dans lesquelles elle est très grassement payée. Elle est grassement payée, elle y fout à peine les pieds. En tout cas, pour une des 2 commissions, c'est vrai. D'ailleurs, on le lui reproche et elle dira non, mais je travaille, mais sur mes dossiers, c'est pour ça que je viens pas dans les réunions. Bon, elle se raccroche comme elle peut. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est moyen. Elle comprend de l'intérieur le système. Et elle est avec un homme qui a le triple de son âge, ou le double de son âge. C'est ça. Elle n'a pas 30 ans, il en a 60. Ouais. Il est marié, ça ne la gêne pas. Bon, alors, passons là-dessus. Elle a fait son chemin et donc elle est arrivée à la vice-présidence, non sans avoir d'ailleurs égratigné pendant la campagne d'une manière épouvantable Biden, en lui reprochant en lui faisant un procès sur son manque d'empathie pour justement pour les Noirs, au moment de... Racontez-nous ça, ce passage. Et juste avant de le raconter, bis repetita, vous vous souvenez que du temps de l'élection de Barack Obama, celui qui avait égratigné Barack Obama s'appelait Joe Biden, et qu'il était devenu ensuite son vice-président 1 an plus tard. Et c'est une bonne façon finalement de se placer que d'être... de montrer sa capacité de nuisance. Et ça avait beaucoup surpris Joe Biden parce qu'il avait pris sous son aile cette jeune femme qui était amie avec son fils. Parfaitement ingrate, elle ferait une grande carrière. Voilà, il avait dit gamine, s'il te plaît, calme-toi, ce qui avait beaucoup énervé les féministes. Mais c'est vrai que cette affaire était très sérieuse, puisqu'on parle du busing, donc c'est cette affaire où on amène des enfants des quartiers afro-américains vers les quartiers blancs, puisque tout est très sectorisé aux États-Unis. Pour échapper finalement à une conscience de classe, à des ghettos. À la fatalité du ghetto. On est au début des années 60 et quelqu'un a cette bonne idée en disant on prend les petits noirs, on les met avec les petits blancs et tout ça sera mélangé. Le résultat, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est parce que tous les blancs des quartiers blancs qui sont les bourgeois vont dire nous on va aller habiter un peu plus loin. Ils déménagent et c'est un échec. Et en plus ces petits noirs qui traversent tous les matins cette distance, c'est de la fatigue en plus. Aujourd'hui on dirait mais on peut pas faire ça, on peut pas mettre des enfants uniquement pour essayer de les mélanger en les obligeant à se lever plus tôt, à partir en bus, à rentrer plus tard. C'est donc un échec. Ce programme est un échec. C'est ce que font les Suédois aujourd'hui pour essayer de... Eh bien, figurez-vous, et j'en avais parlé déjà dans la biographie de Joe Biden, qu'à l'époque, en 72, quand il est élu pour la première fois sénateur, il se battait contre ce système. Non pas en disant c'est un mauvais système, mais il disait vous êtes en train de prendre les petits noirs et d'en faire encore plus des victimes du système, puisque vous leur rajoutez de la fatigue, vous rajoutez à ses parents une difficulté supplémentaire. Au contraire, dotez richement ces quartiers, faites des programmes sociaux et faites venir les Blancs dans ces quartiers également pour qu'il y ait un vrai mélange. Eh bien, l'histoire lui a donné raison et c'est là-dessus qu'ils se sont disputés en début de campagne. Depuis 9 mois, elle est la vice-présidente d'un président qui se méfie sans doute un peu d'elle, mais qui profite quand même de son image. Alors, c'est obligatoirement un jeu un peu compliqué qui se trame entre les deux. Il lui a donné à suivre des dossiers particulièrement ingrats, des dossiers qui sont épineux. Alors, il y a d'abord le dossier de l'immigration venue du Sud, comment surveiller cette frontière, l'exode des migrants d'Amérique centrale, qui continue. Toutes les semaines, il y a des colonnes qui se reconstituent, de Salvadoriens, de Guatémaltèques, qui sont
au Mexique, dispersée, sans arriver jusqu'à la frontière. Parfois, il la gagne quand même. Elle n'a pas particulièrement brillé sur ce dossier, Kamala Harris. Hein. Elle a mis des mois à se rendre sur place. Si elle a brillé en 6 mois, elle aura un Nobel. Hein. C'est quand même une question qui date de Mathusalem. Hein. Oui, mais elle ne s'est pas précipitée à la frontière. Hein. Elle habitait la frontière. Elle était élue de Californie. Donc la frontière, elle savait déjà ce que c'était. Hein. La Californie, rappelons-le, et c'est le dernier recensement qui le confirme, a une population majoritairement hispanique. Donc il y a plus d'hispaniques que tout autre groupe dans cet état-là. Donc elle sait quoi elle parle, bien évidemment. Mais si pour le symbole il fallait aller à la frontière, oui, elle ne l'a pas fait. C'est certainement une erreur médiatique, puisqu'aujourd'hui on vit dans le médiatique. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que Joe Biden lui donne des dossiers sur lesquels elle est en train de faire ses classes. En tant que vice-présidente, elle n'a aucun rôle d'après la Constitution. Et Joe Biden a toujours défendu l'idée que le vice-président devait en avoir un. Il avait d'ailleurs négocié avec Barack Obama d'avoir un vrai rôle. Alors il lui donne le rôle de s'occuper de l'immigration, des droits civiques, qui est un problème important aujourd'hui aux États-Unis, puisqu'il y a une grande loi au Congrès, mais beaucoup de petites lois qui passent aussi dans les États, et l'ouverture sur la Chine, puisqu'elle vient de faire un voyage en pleine affaire de l'Afghanistan. Plus la réforme de la police, plus inciter les gens à se vacciner. Exactement. Ça veut dire qu'on la voit sur beaucoup de fronts et elle est en train de grandir politiquement là où il lui manquait beaucoup de casquettes pour espérer un jour être présidente. Parce qu'il lui met le pied à l'étrier. Joe Biden a dit pendant la campagne « Je veux être le président, le pont entre l'Amérique du passé et l'Amérique du futur ». D'où le titre. L'Amérique du futur, c'est bien sûr Kamala Harris. Vous disiez qu'il semi-fidèle, je crois que c'est exactement le contraire. Il est en train de faire comme on ferait avec sa fille, en disant « je te mets le pied à l'étrier, je vais t'apprendre tout ce qui te manque, parce que moi je suis un vieux routier de la politique, j'ai beaucoup bourlingué sur des dossiers très compliqués. L'immigration, souvenez-vous, il l'avait en charge du temps de Barack Obama. Il s'est cassé les dents dessus et il dit « eh bien, tu vas peut-être te casser les dents, mais en tout cas, tu l'auras fait ». Hier même, elle était avec le président du Mexique, puisque ce dossier continue. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas donné de fruits, mais elle porte quand même cette réforme, la première réforme qui a été déposée au Congrès, qui devrait donner la citoyenneté à ce qu'on appelle les Dreamers, c'est-à-dire des enfants qui sont rentrés aux États-Unis étant bébés ou enfants tellement petits qu'ils n'ont aucun souvenir de leur pays d'origine et souvent aucune attache, qui parlent anglais, qui évoluent comme des Américains. Et l'idée, c'est de leur donner un statut, ce que Barack Obama n'a pas réussi à faire, et Kamala Harris et Joe Biden essaient de régulariser ces enfants-là qui sont devenus adultes aujourd'hui. Si elle y arrive, ce sera une sacrée réussite. Oui, ce sera une sacrée réussite. A priori, la presse américaine est plutôt sceptique, hein, et même assez sévère. J'ai vu que sa cote de popularité était en dessous de celle du président. Ah oui, mais ça c'est classique. Le vice-président est toujours en dessous, encore une fois, parce qu'il n'a pas de rôle dédié par la Constitution. Alors on dit qu'il a des rôles donnés, puis on lui reproche elle est la veuve, en fait, de Joe Biden. Oui, si on veut. Il y a surtout, et c'est très important, que l'opposition, donc le Parti républicain et Donald Trump en particulier, ont bien identifié qu'elle serait candidate en 2024. Pour une raison assez simple, c'est que les démocrates donnent toujours l'investiture au vice-président sortant. Ce qui veut dire qu'elle est attaquée de toutes parts actuellement parce qu'il s'agit de l'affaiblir. Parce que quand viendra la campagne, cette cote de popularité que vous dites faible, en réalité, elle est de 35%, donc elle n'est pas si faible que ça. C'est un bon niveau pour lancer une campagne en tant que vice-président. Eh bien, elle ne fera que monter à partir du moment où le reste du parti se mettra derrière elle. 9 vice-présidents sont devenus présidents. Oui. Hein. Et 3 dans l'époque récente, depuis la guerre, ont succédé. C'est plus courant de devenir président en étant vice-président que de ne pas l'être. Sont devenus présidents parce que le président était empêché, soit qu'il était assassiné, c'est le cas de Kennedy, soit qu'il était été empêché, c'est le cas de Nixon, ou mort, Truman. Hein. Est-ce que ça se fait naturellement ? Je veux dire, le fait que la vice-présidente soit aspirée à la présidence, oui. 9 cas, je le disais, c'est quelque chose qui est... Il n'y a pas de handicap, il n'y a pas l'envie de... Tout le monde a l'image de Johnson.
qui va jurer sur la Bible, avec d'ailleurs la veuve Kennedy à ses côtés, et qui part à Dallas en tant que président, en tant que vice-président, et qui rentre en tant que président. Ouais. Cette image-là montre comment une présidence peut être réussie, puisque le mandat de Johnson est extraordinaire. Il va développer la sécurité sociale, il va développer les droits civiques, 64-65, les 2 grandes lois. Il va faire un programme très fort vis-à-vis de Cuba. Enfin, il est sur tous les fronts. Il s'oppose à l'URSS à l'époque, et c'est un président qui réussit, sauf bien sûr sur le Vietnam, qui est son grand échec et qui va faire qu'il ne pourra pas poursuivre derrière. Mais c'est, je crois, une présidence réussie. Il avait d'ailleurs été réélu triomphalement quand il s'était présenté à son tour. C'est assez facile parce que c'est prévu par la Constitution. Et aujourd'hui, dans la tête des Américains, tout le monde a dans l'idée qu'elle pourrait être la prochaine vice-présidente, la prochaine présidente, donc tout le monde la regarde comme ça. Et c'est vrai que si ça arrive... 9 mois, c'est ce qu'on a comme recul. Ouais. C'est un peu tôt, évidemment, pour juger de son action politique, mais 9 mois, c'est le temps qu'il faut pour devenir ce que l'on doit être. Exactement. Bon. Vous l'avez vu changer au fil des mois Moi, j'ai été très impressionné par son voyage en Asie, pendant qu'on regardait l'Afghanistan. C'est-à-dire pendant que Kaboul s'effondrait, exactement. Il y avait un carnage devant la porte fait par Daesh, au milieu de tous ces gens qui ne demandaient qu'à fuir. Elle était à Singapour et au Vietnam, et elle parlait à la Chine. Et ça, c'était très fort. Mais quand elle est au Vietnam et qu'elle dit « l'Amérique restera à vos côtés », elle n'est pas crédible. Mais je crois que si. Et les Chinois l'ont compris comme ça. Quand elle dit la mer de Chine, c'est une zone internationale, c'est pas une zone chinoise, elle avertit que l'Amérique est à nouveau là. Non, vous avez remarqué que c'est pas... Quand vous regardez les images de Kaboul, si vous êtes taïwanais, vous savez très bien que votre assurance vie vient d'en prendre un sacré coup quand même. Mais certainement pas. Pourquoi ? Parce que justement, ces 2000 milliards de dollars dépensés sur l'Afghanistan, on arrête les dépenser sur place et on les replace sur l'Asie. Le pivot asiatique dont vous avez parlé, Barack Obama, il est relancé. C'est le message qu'elle a porté. Elle a dit on va arrêter de se perdre dans des guerres sans fin et stériles et on va s'occuper des vrais dossiers. Parce que pendant que les Américains étaient en Afghanistan, en réalité, la Chine en profitait pour prendre des marchés, pour s'implanter davantage dans le monde. Et ça se faisait au vu et au su de l'Amérique qui ne l'empêchait pas. Et même Biden avait fait... Dans le face-à-face avec les Américains, la Chine vient de prendre leur place en Asie centrale. Et c'est un bon coup qu'ont joué les Américains aux Chinois. Je crois, désormais, Kamala Harris dit on va se remettre sur ce terrain-là. Remarquez que ce n'est pas Joe Biden qui l'a fait, c'est bien Kamala Harris. Je crois que c'est important de souligner ce point-là. On pourrait presque soupçonner Jean-Éric Brana d'être un peu amoureux de son modèle. En tout cas, il a travaillé le sujet. Kamala Harris, l'Amérique du futur, hein, et le futur c'est demain, ou du moins c'est dans combien de temps ? C'est dans 2 ans ou plus tard Eh bien, certains disent que ça va arriver très vite et vous aviez commencé en disant que Joe Biden est très fatigué, donc celle-là je l'entends tous les jours. En réalité, c'est en 2024, novembre 2024, je crois qu'effectivement, elle a de bonnes chances de devenir la prochaine présidente. Vous pariez que Joe Biden finit son mandat ? Ah, je crois que Joe Biden finira son mandat, oui. Il en fera un autre ? Non, certainement pas. Bon, un mandat, un seul, mais jusqu'au bout. Oui. Bon. Eh bien, on prend le pari. Merci Jean-Éric Brana, vous reviendrez pour nous expliquer tout ça. Merci. Ainsi va le monde. L'info continue sur Télé Sud.